Ce matin, la gendarmerie des transports aériens de Roissy vient de lancer une opération à haut risque. Et c'est Franck, un adjudant de 45 ans, qui la coordonne. Mobilisés sur le tarmac de l'aéroport, ces hommes traquent un réseau international de trafiquants. Ils s'apprêtent à retenir cet avion de ligne qui doit bientôt décoller. Là, on va faire une reconnaissance bagages. Je sais que certains ont accepté des bagages qui ne leur appartiennent pas. Des colis suspects seraient sur le point d'être embarqués dans la soute de l'appareil. Des valises enregistrées par certains passagers. On va être bien clair. Ce bagage-là, ça vous appartient pas du tout. Autant nous le dire. Est-ce que vous savez le contenu qu'il y a dedans? Non. Voilà. Celui-là, non. Ben ouais. Donc on pourrait mettre de l'herbe de cannabis, de l'herbe ou des armes ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Des bagages sans véritable propriétaire. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur? J'ai un couteau. T'en as un? S'agit-il d'objets dangereux qui pourraient mettre en péril la vie des passagers? Ça, là? Et l'autre à côté? Ou bien est-il question d'un trafic de marchandises qui quitterait le territoire français au nez et à la barbe des douaniers ou de la police? On a 5 bagages complets qui n'ont pas été reconnus par les passagers. Dans le contexte actuel de lutte absolue contre le terrorisme, comment tous ces bagages sans propriétaire ont-ils pu être enregistrés sur ce vol? Que contiennent-ils réellement? Et représentent-ils une menace pour la sécurité de l'avion et des passagers? Vous allez voir que cette saisie inquiétante est l'aboutissement d'une enquête rocambolesque que la gendarmerie des transports aériens mène tambour battant depuis plusieurs mois. Sur la trace d'un réseau de trafiquants international. À une vingtaine de kilomètres au nord-est de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, le premier aéroport français et l'un des plus importants au monde. Ces 3 aérogares accueillent chaque année plus de 60 millions de passagers, soit près de 200 000 par jour. Pour faire vivre et fonctionner ce mastodonte, 700 sociétés dans une multitude de secteurs. Conséquence, cet aéroport est l'une des plus grosses entreprises d'Île-de-France, avec un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros par an. Une zone stratégique qui est sous haute surveillance, tout particulièrement avec le plan Vigipirate renforcé depuis les attentats de 2015. Parmi les autorités chargées de la sûreté de l'aéroport, les militaires de la GTA, la gendarmerie des transports aériens. Installés sur place, ils sont notamment responsables de tout ce qui se passe dans les zones interdites au public. La protection des avions, mais aussi la surveillance des bagages et du fret qui transitent chaque jour ici. Pourtant, contre toute attente, cet aéroport ultra sécurisé est la cible permanente de trafics insoupçonnés menés par des réseaux clandestins très difficiles à démasquer. Il est 6 h du matin à la gendarmerie des transports aériens de Roissy. On va faire la surveillance sur l'aéroport. T'oublies pas ton badge? J'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ça marche. On retrouve Franck, cet adjudant de 45 ans, avec Laurent, son adjoint, 37 ans. Les 2 hommes font partie des 200 gendarmes de la GTA en poste à Roissy-Charles de Gaulle. Allez. 2 enquêteurs chevronnés qui s'apprêtent à effectuer un contrôle de routine dans le terminal 1 de l'aéroport. Ils ne le savent pas encore, mais cette surveillance va rapidement prendre une autre tournure et être le point de départ d'une affaire pleine de rebondissements. Pour ne pas compromettre l'opération, nous les suivons en caméra cachée. On se sépare? Tu fais à quel niveau? En bas? Incognito, habillés en civil comme des passagers. Les 2 gendarmes ont prévu de vérifier l'enregistrement des bagages sur différents points de l'aérogare. Et ils vont se concentrer sur les vols long courriers, là où il y a en général le plus de valises. Laurent, tu devrais rester en bas parce qu'il y a un vol qui nous intéresserait en salle numéro 5. Et Franck a eu du flair, car quelques minutes plus tard, il est rappelé par son collègue. Oui, Laurent.
Ouais. Et ce qu'il apprend va bouleverser les plans des enquêteurs. J'ai Laurent, qui est en l'étage en dessous, a remarqué les agissements de personnes qui paraît un peu surprenant. Son collègue vient de remarquer un étonnant manège, juste devant les comptoirs d'enregistrement. Ouais, c'est là-bas. Tu vois, il y a plein de paquets noirs. Tu vois les sachets noirs qu'il y a là-bas? Ouais. Avec les deux hommes qui sont en train de discuter. Ouais. En plein milieu du hall, des individus proposent aux voyageurs d'emballer leurs bagages avec des rouleaux de papier cellophane pour sécuriser les valises pendant le transport. T'en as compté combien là? J'en ai compté au moins 3, mais là, ici, c'est derrière moi, il y en a pas mal et je sais pas qui fait quoi parce que je sais pas qu'emballer là. Des emballeurs clandestins en quelque sorte. Dispersés un peu partout, ils semblent plutôt bien organisés et se font clairement rémunérer pour leur service. Étonnamment, les échanges d'argent se font aux yeux de tous. Pour les gendarmes, cela s'apparenterait à du travail au noir. Une scène à peine croyable. Ils sont au comptoir, il n'y a pas d'uniforme et ils sont payés directement à la main par les passagers. Ils versent strictement de l'argent. C'est comme un service en fait. Ils emballent leur bagage avec du scotch autour. C'est surprenant parce qu'ils font ça quand même devant tout le monde. Devant les agents d'escale, les services d'aéroport de Paris et même devant la société qui est accréditée pour faire l'emballage, quoi. Je suis sidéré. Car emballer des bagages à la sauvette est strictement illégal. Une seule société a l'autorisation officielle. Elle paye une redevance annuelle pour avoir des comptoirs dans l'aérogare et doit respecter des normes de sécurité. Mais aujourd'hui, ces employés se retrouvent au chômage technique. Je m'aperçois que sur les emplacements de cette société-là, il n'y a aucune personne qui vient prendre leur service, quoi. Les enquêteurs prennent cette affaire très au sérieux. Et en y regardant d'un peu plus près, un détail va attirer leur attention. On peut voir la différence entre ceux de la société qui est mandatée par ADP pour faire l'encombrement, c'est que leur film plastique est de couleur rouge, rose, hein, enfin plus rouge clair, quoi. Et là, je m'aperçois que c'est du film transparent blanc, voire noir. Effectivement, le film plastique de la société accréditée par ADP, le gestionnaire des aéroports de Paris, est toujours rose foncé. Alors que les emballeurs utilisent un simple cellophane blanc ou noir. Et ce matin, les valises avec du cellophane blanc s'entassent sur les chariots. Le business de ces emballeurs clandestins présumés semble bien rodé. Alors, les enquêteurs se demandent s'il ne s'agit pas d'un réseau organisé. C'est qu'il va falloir qu'on détermine s'ils agissent tout seuls ou s'il y a un chef qui commande une équipe, quoi. Et là, de ce qu'on a vu ce matin, je ne peux pas le déterminer, même si on a un nombre impressionnant de gens qui effectuent ce service-là. Pour connaître l'ampleur de ce trafic supposé, Franck et son collègue vont pouvoir compter sur un allié de poids, le système de vidéosurveillance de l'aéroport. Des dizaines de caméras qui filment 24 heures sur 24 tous les halls d'enregistrement de l'aérogare. Ces vidéos vont nous permettre d'établir l'heure à laquelle les individus seront arrivés sur le terminal 1. Et on va pouvoir également remonter un petit peu dans le temps, c'est de voir si c'est la première fois que ces individus viennent sur la plateforme ou s'ils viennent régulièrement. Pour le savoir, les enquêteurs vont visionner toutes les images mises à disposition par l'aéroport. Première étape pour Franck et son collègue, repérer le nombre d'emballeurs clandestins qui agissaient dans l'aérogare le matin même. Combien on en compte là? 1, 2. 1, 2. Il y en a un, tout à l'heure en blanc, je l'ai vu, il est accroupi, il a bien son emballé. 3. Caché derrière. 3. Voilà, l'autre il vient de passer quelque chose, ça fait 4. Donc déjà rien qu'au niveau, à ce niveau-là, on en a déjà 4. Et voilà, avec des sacs. Sur d'autres extraits, les gendarmes identifient 6 autres emballeurs à la sauvette. En tout, il serait une bonne dizaine à alpaguer les clients dans cette zone du terminal 1. Ils sont tous groupés au même endroit, donc ça veut dire qu'ils se connaissent tous. Donc on peut se poser la question de savoir s'ils agissent en groupe, c'est-à-dire presque une bande organisée, quoi. Pour les enquêteurs, la piste du réseau se précise. Et en observant la façon de faire de ces individus, de nouveaux éléments vont venir conforter leurs soupçons.
Ah, ils mettent leur matériel dans les valises. Donc ils récupèrent des rouleaux dans les valises. On constate que ils ont tous le même, apparemment, ils ont tous le même mode opératoire, c'est qu'ils ont chacun un chariot avec des valises. Et dans ces valises-là, ils ont leur matériel pour effectuer l'emballage des bagages des passagers, quoi. La conviction des enquêteurs est faite. Ils auraient bien affaire à une filière organisée de travailleurs illégaux. Des individus qui n'en seraient pas à leur coup d'essai. Mais impossible pour l'instant de savoir qui est leur chef. On voit bien que c'est pour la première fois qu'ils le font. Donc effectivement, on peut se mettre dans l'idée que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent sur l'aérogare 1. Pour avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un réseau organisé, les deux enquêteurs vont donc décortiquer les images des jours précédents. Ouais, t'as remonté une semaine avant? Une semaine avant, voire... Le même jour, ouais. Ah bah on va regarder ça. Et la vérification ne tarde pas à porter ses fruits. Ah, là. Excuse-moi. Ah, là. Tiens. Bonjour. Ah bah vas-y, la même tenue vestimentaire. Ouais. Bon, allez. Allez, voilà, je me base. Ah, oui, ça c'est du caractéristique, ça. Voilà, on peut dire que c'est les mêmes. Allez, ça vient qui emballe. Regarde. Et voilà un bagage. En épluchant des dizaines d'heures de vidéos, Franck et Laurent vont s'apercevoir que ce groupe d'individus s'installe chaque jour au terminal 1 depuis des semaines et que leur technique semble bien au point. Donc 5h, 5h50 pour les personnes. 5h50 pour ta personne. Vas-y, avance un peu. Ouais, donc à 6 6h du matin, il commence déjà. Bon, 6h, voilà, ça arrive. On constate sur les vidéos qu'ils arrivent en général vers 6h du matin et ils repartent avant midi. Ils empruntent le CDG-Val. Après CDG-Val, il y a plusieurs possibilités. Soit ils ont stationné un véhicule au niveau du parking, ou alors ils prennent le RER au niveau de Roissy-Pôle. Des individus qui empruntent toujours le même chemin pour quitter l'aérogare. Ils prennent le train de l'aéroport qui relie chaque terminal à la gare RER. Mais impossible de savoir ce qui se passe après, en l'absence de caméra. Après ce qu'il a vu ce matin, Franck est convaincu d'être confronté à un trafic de grande ampleur. C'est impressionnant au niveau du nombre de personnes, au niveau du nombre de bagages qu'ils traitent. Ils ont peur de rien. Ils font ça naturellement, si on peut dire. Ah, pour eux, c'est naturel. Les vidéos ont livré quelques indices, mais pour l'instant, impossible de savoir qui sont ces individus, ni d'où ils viennent. Alors, pour en apprendre davantage, les gendarmes comptent interroger ceux qui le côtoient tous les jours, les employés de l'entreprise accréditée pour emballer les bagages. Et Franck et son collègue ne vont pas tarder à découvrir que l'affaire est bien plus grave qu'ils ne l'imaginaient. Deux jours plus tard, à la gendarmerie des transports aériens de Roissy. Bonjour. Bonjour. Les enquêteurs ont convoqué le directeur de la société d'emballage officielle de l'aéroport. Il est accompagné par un employé qui travaille sur l'un des comptoirs du terminal 1. Asseyez-vous, asseyez-vous. Le chef d'entreprise est ravi que les gendarmes s'intéressent à son affaire, car il aurait alerté l'inspection du travail quelques mois plus tôt, sans résultat. Il ne faut pas travailler, ils se mettent littéralement sur nos points de vente des fois pour emballer. Ils viennent prendre les clients dans la file d'attente. Des délinquants qui auraient fait de l'aérogare leur territoire. Et pour la société qui facture 10 € pour emballer un bagage, les pertes d'argent seraient déjà colossales. Concrètement, vous avez chiffré tous les mois, vous êtes en perte, vous avez estimé une perte? J'avais estimé un préjudice. En janvier, février, on estime à 20 000 €. 20 000 € par... Bon, d'accord. Début 2014, je me souviens, on faisait sur les 100, 120 bagages du matin. Et aujourd'hui, on se retrouve des fois à 7, 8 bagages, pas plus. Donc, La société tourne aujourd'hui au ralenti, mais continue à payer une taxe élevée pour rester dans l'aéroport. Et il y a plus inquiétant encore. C'est une perte de chiffre d'affaires et c'est surtout d'un point de vue sécurité pour nos salariés. C'est un certain problème, parce qu'ils se font harceler, ils se font intimider. J'ai des femmes qui sont faites suivre en fin de service dans les ascenseurs, sur les parkings, une forme d'intimidation. Ouais. Oui, on a une qui avait porté plainte pour menace de mort.
Et il y a des personnes qui refusent purement simplement d'aller travailler là. Mais ça... Au niveau du terminal 1, Des individus visiblement agressifs qui agiraient en totale illégalité. Le chef d'entreprise attend avec impatience une intervention des gendarmes. C'est révoltant. C'est révoltant parce que nous on s'est battus pour avoir un contrat avec l'aéroport. On a investi énormément dans nos points de vente, dans la formation de notre personnel. Et quand on voit des personnes qui arrivent comme ça en zone publique, s'installer comme si de rien n'était et le faire aux yeux de tout le monde, il y a une incompréhension, c'est certain. Grâce à ce témoignage, les enquêteurs savent désormais que ces emballeurs illégaux seraient installés dans l'aéroport depuis bien plus longtemps qu'ils ne le croyaient. Le problème sera réglé dans les jours qui viennent. Croisons les doigts. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Des personnes qui seraient menacées physiquement depuis des mois. Une entreprise qui pourrait mettre la clé sous la porte. L'affaire devient prioritaire pour les gendarmes, avec un premier objectif, identifier les membres de ce réseau supposé d'emballeurs clandestins. Sur les images vidéo, difficile de distinguer leur visage. Alors, pour obtenir des détails sur ces individus suspects, ils vont se concentrer sur les passagers, ceux qui payent pour se faire emballer leurs bagages. Et ils vont découvrir qu'en plus d'être organisé, ce business serait extrêmement rentable. Quelques jours plus tard, au petit matin, Franck et son collègue Laurent se retrouvent dans leur bureau à Roissy. Ils ont décidé de se rendre une fois encore au terminal 1 pour observer le manège des emballeurs clandestins présumés. Avec une caméra cachée dans son sac à dos, Laurent compte filmer de près les individus en plein travail. Ce matin, les enquêteurs veulent ainsi repérer des voyageurs qui se font alpaguer et pouvoir les interroger. Le but de cette opération ce matin, c'est de déterminer le prix que peuvent proposer les emballeurs aux passagers et en même temps de connaître plus ou moins la manière d'opérer, notamment sur la façon dont ils ont été abordés. Les passagers seront entendus en tant que témoins. Ils ne risquent aucune poursuite. Lorsqu'on va identifier un client, donc on va se présenter en salle d'embarquement et on a un questionnaire tout prêt. Bon, pas plus de 5-6 questions. Hein. Avant toute chose, les enquêteurs vont s'assurer que les emballeurs sont bien sur place. On fait peut-être un tour avant On va déjà vérifier. Pour ne pas éveiller les soupçons, Franck et Laurent se séparent. Nous les suivons en caméra cachée. Rapidement, ils retrouvent le groupe d'emballeurs clandestins présumés. Et à cette heure matinale, les affaires vont déjà bon train. Mais impossible de rester à proximité. C'est un espace restreint et tout en cercle, quoi. Donc il faut qu'on reste assez éloigné et qu'on surveille ça de loin sans pour autant se faire remarquer, ce qui n'est pas évident. De son côté, Laurent se poste à l'autre extrémité du hall. D'ici, il va pouvoir observer les agissements des vendeurs à la sauvette sans être vu et filmer toute la scène avec sa caméra cachée. Et très vite, il repère une cliente. Il y a une passagère, une petite dame a priori. Il y a l'individu qui a pris son bagage sur le chariot et qui justement est en train d'emballer en ce moment le bagage. Elle s'est fait emballer 3 bagages. Elle a donné un billet. Il y a de l'argent côté, j'ai vu une transaction en tout cas. Pas de doute, il s'agit bien d'une cliente qui a payé la prestation de la main à la main. Aussitôt, Laurent contacte Franck pour lui signaler. Après avoir repéré la destination de cette voyageuse, les deux enquêteurs décident de l'attendre en salle d'embarquement pour pouvoir l'interroger avant son départ. Bonjour. Gendarmerie. Bon, mais merci. Le vol de la passagère décolle dans moins d'1 heure. Elle devrait donc arriver d'un moment à l'autre. Les enquêteurs se dirigent tranquillement vers la porte d'embarquement. Et tout à coup... Ah, c'est la dame. Bonjour, gendarmerie. On est dans une enquête judiciaire. Voilà, sur du travail qui est effectué à l'intérieur de l'aéroport. Ok, on vous a suivi depuis le début. Et on s'intéresse sur les personnes qui emballent les bagages avec le film transparent. D'accord ? D'accord. Voilà.
On sait que vous, ils vous ont fait des bagages. Ils vous en ont emballé 2 ou 3. On peut se mettre à part, déjà. On vous fera pas rater l'avion, ne vous inquiétez pas. Première étape, rassurer la passagère et la mettre en confiance pour qu'elle suive les gendarmes sans réticence. Franck et son collègue espèrent bien obtenir des informations précieuses sur leur suspect. Et ils le savent, ils n'ont que peu de temps. La personne vous a accosté, comment s'est présentée à vous? Comme une société de service? Il m'a dit, c'est nous qui emballons, voilà. Déjà qu'il m'a dit à proposer. Vu que c'est la première fois, je ne me suis pas trop posé de questions. Des emballeurs à la sauvette qui se font passer pour des travailleurs officiels dans l'aéroport. Et au fil de la discussion avec la jeune femme, les gendarmes récoltent de nouveaux éléments sur le mode opératoire. Et au départ, il vous a proposé un tarif ou... Le tarif, ça a été en bas, peut-être que quand je suis arrivé avant l'embarquement, il m'a parlé de 7 € la valise. 7 € la valise, soit 3 € de moins que la société accréditée. Dans ces conditions, pas étonnant que l'entreprise officielle n'ait plus de clients. Et parfois, les tarifs pratiqués sont encore plus bas. Donc combien vous avez payé alors en réalité? 10 €. Donc 5 € le bagage. Oh, d'accord. Pour les 2 bagages, vous avez donné 10 €. Ok. Il n'a rien dit sur le fait que vous ayez payé moins que ce qu'il vous proposait au départ, puisque, mettons, c'était 14 € les deux. Voilà. Et il vous a rien dit? En fait, il m'a dit, moi je lui ai dit, parce que j'avais 2 billets de 5 €. J'ai 10 €. D'accord. J'ai juste cette moyen. Ça l'a pas dérangé, ça l'a pas dérangé. Ça l'a pas dérangé. Son avion ne va pas tarder à partir. Il faut mettre fin à l'interrogatoire et lui faire signer sa déposition. Merci beaucoup. Au revoir. Les gendarmes connaissent désormais le prix facturé par les vendeurs à la sauvette. Mais combien de bagages traitent-ils par jour? Pendant que Franck continue d'auditionner des passagers, son collègue Laurent va tenter d'estimer leurs recettes journalières. Direction la zone de tri des bagages, là où les valises transitent avant d'être chargées dans l'avion. Ici, c'est relativement intéressant parce que ces individus ne peuvent pas nous voir. On peut compter tranquillement les bagages qu'ils sont en train de faire. Et on les verra descendre et arriver sur le carrousel et on n'a plus qu'à les compter. On aura un chiffre exact sur la quantité de bagages qu'ils peuvent effectuer. Parfaitement positionné, l'enquêteur va comptabiliser tous les bagages emballés avec du cellophane blanc ou noir, utilisé par les travailleurs illégaux. Car souvenez-vous, les bagages emballés par la seule société accréditée dans l'aéroport sont, eux, emballés avec un film étirable rouge. Les minutes passent, les bagages affluent et les premiers résultats sont sans appel. Alors actuellement, nous sommes à 36 bagages sous le film étirable et aucun bagage de la société autorisé à le faire. C'est quand même un nombre assez important de bagages, 36 bagages en 20 minutes. C'est quand même assez énorme comme agent. Sachant que c'est 5 ou 7 € le prix du bagage, on peut faire les calculs, c'est quand même assez important. En 20 minutes, c'est rentable. 250 € environ en seulement 20 minutes. Si ça continue, la société accréditée par l'aéroport n'aura plus qu'à fermer boutique. Là, on peut dire, vu les chiffres, ils sont en train de prendre le marché, quoi. Effectivement, il y a une concurrence totalement déloyale par rapport à la société autorisée à le faire. Ils font ça sur place, ils ne payent pas de charges. Enfin, c'est tout bénef pour ces individus. Hein. Ce matin, les gendarmes ont repéré que les vendeurs à la sauvette ciblaient un vol en particulier, à destination de l'Afrique. Toutes les valises concernées sont maintenant arrivées en zone de tri. Pour l'enquêteur, c'est l'heure du bilan. Voilà, on arrive à la fin du vol. Là, au total, sur 263 bagages, on a eu 136 bagages traités par nos individus là-haut. Un bagage sur 2 a été emballé par les travailleurs clandestins présumés. À raison de 7 € par valise, la recette de la matinée s'élèverait à plus de 900 €. Selon les enquêteurs, l'addition pourrait atteindre jusqu'à 12 000 € par semaine. De retour au bureau, Laurent veut exploiter sans attendre les images tournées avec sa caméra discrète. Car souvenez-vous, ce matin, l'enquêteur a pu se positionner à proximité des prétendus vendeurs à la sauvette afin de pouvoir reconnaître leur visage. Alors, en passant, on visionne toutes nos vidéos. Et puis il y a peut-être des photos, des images qui nous intéressaient. On va mettre quand ils vont emballer des bagages, lorsqu'ils seront peut-être regroupés, on verra, je vais visionner tout ça, puis prendre toutes les photos qui m'intéressent. Grâce à ces images,
Laurent espère pouvoir isoler plusieurs visages, ce qui était impossible avec la vidéosurveillance de l'aéroport. Une étape essentielle pour la suite de l'enquête. On va s'habituer à les voir, on aura des photos sous des angles différents de ces personnes. Et puis quand on sera dans le terminal, on pourra les reconnaître vraiment plus facilement. On se posera moins de questions. Pour la première fois, les gendarmes disposent de plusieurs clichés de leurs suspects. Mais les enquêteurs le savent, le plus dur reste à faire, mettre un nom sur ces visages. Qui sont les membres de ce réseau présumé qui sème le trouble dans l'aéroport? Pour le découvrir, les gendarmes vont mettre en place une stratégie bien particulière. Organiser des surveillances quotidiennes. Un petit nombre de personnes, ça en fait combien? Pour la première fois, les gendarmes disposent de plusieurs clichés de leurs suspects. Mais les enquêteurs le savent, le plus dur reste à faire, mettre un nom sur ces visages. Qui sont les membres de ce réseau présumé qui sème le trouble dans l'aéroport? Pour le découvrir, les gendarmes vont mettre en place une stratégie bien particulière. Organiser des surveillances quotidiennes. Un petit nombre de personnes, ça en fait combien? À Roissy, dans les semaines suivantes, les gendarmes intensifient leurs investigations sur le réseau d'emballeurs à la sauvette qui aurait envahi le terminal 1. Chaque jour, Franck et son collègue Laurent se relaient sur le terrain. Grâce aux photos qu'ils ont prises, ils vont surveiller leurs suspects 24 heures sur 24, en espérant qu'ils fassent un faux pas. En retirant de l'argent dans un distributeur, par exemple, ou en payant dans l'une des boutiques de l'aéroport. Ce qui permettrait aux enquêteurs de récupérer un numéro de carte bancaire et donc une identité. La piste est mince, mais au bout de quelques jours, leur patience va finir par payer. Franck, Ouais. je viens du terminal 1 et j'ai vu un des gars qui emballait les bagages. Il est sorti, un mec qui est sorti du groupe, qui s'est dirigé vers la poste. Il est resté environ 5 minutes et après il est sorti avec une feuille à la main. Il s'est redirigé vers le groupe. Et j'ai profité quand il est parti là-bas, j'ai pris une petite photo de lui. Regarde. Bien qu'il est à la poste. Il faut que tu voies l'agent de la poste et on fait une réquise et puis on demande tous les documents qui ont été effectués dans la tranche d'horaire en question. Ouais, donc c'est plutôt. Avec une réquisition, les employés de la poste sont tenus de transmettre aux enquêteurs tous les éléments dont ils disposent. Les suspects viennent-ils de commettre leur première erreur? S'il a fait une opération bancaire comme un retrait ou un dépôt ou même des transferts d'argent au Western Union par exemple, avoir une identité parce qu'ils sont obligés de présenter une pièce d'identité. Donc déjà ça nous fera une première piste pour avoir une identité sur l'un des individus qui emballent les valises. Une demi-heure plus tard, Laurent repart avec la réquisition en main. Direction le bureau de poste de l'aérogare. Il veut présenter au plus vite la photographie de l'individu à la personne qui était présente ce matin à l'accueil. Ça s'est passé il y a très peu de temps. J'ai repéré qu'il n'y avait pas trop de monde non plus qui allait à la poste, donc je pense qu'il y a une grande chance qu'elle s'en souvienne quand même. Le gendarme le sait, cette première piste pourrait donner un coup d'accélérateur à l'enquête. Pour nous, c'est un moment important parce que on a beaucoup de visages, mais on n'a aucun nom, donc on a peut-être une chance de récupérer une identité. Donc la poste, là, ça tombe au bon moment. Pour ne pas compromettre l'opération, notre caméra reste dehors. Car à l'intérieur du terminal, les emballeurs clandestins présumés sont toujours à l'œuvre. Pas question de se faire repérer. Une demi-heure plus tard, Laurent réapparaît, le sourire aux lèvres. Voilà, c'est une super nouvelle. La personne de la poste se souvenait très bien de cet individu. Il est venu, en fait, il a touché de l'argent, il a récupéré de l'argent par un Western Union. Donc c'est une bonne nouvelle, au moins une identité, quoi. C'est parfait. Après plusieurs semaines d'investigation, les gendarmes disposent enfin d'un nom dans cette affaire.
L'enquête vient de connaître une avancée considérable. Laurent est pressé de partager cette bonne nouvelle avec son collègue. Et t'es revenu? Eh oui, elle s'en souvenait. Le nom de la personne qui est venue à la poste, c'est celui-là? C'est le bénéficiaire, c'est lui. Maintenant, on a le nom, on va pouvoir le passer, au TAJ. Déjà, on va voir s'il est connu. Le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Un fichier qui regroupe tous les auteurs d'infractions. Si l'individu est fiché, Laurent en saura un peu plus sur lui. Un problème à l'aérogare. Sans déposer plainte pour les faits de violence réciproque suite à un différend à cause du tarif de l'embargage de bagages. Ah, c'est marrant ça. C'est fort possible que ce soit un passager qui se soit plaint du travail effectué par les intéressés, là, par l'individu qu'on a identifié et que le tarif lui plaisait pas, quoi. Incroyable. L'homme âgé de 30 ans que nous appellerons Moussa a déjà été arrêté dans l'aéroport pour une affaire d'emballage de valises, justement. Un différend qui aurait mal tourné. Les enquêteurs en savent maintenant davantage sur cet homme aux antécédents violents. Mais s'agit-il du leader supposé des emballeurs clandestins de valises? Les gendarmes l'ignorent encore. Cet individu est désormais leur suspect numéro 1. Le seul nom dont ils disposent pour l'instant dans cette affaire. Les gendarmes espèrent maintenant compléter l'organigramme du réseau en tentant d'identifier tous les autres membres. Puis tu me tiens au courant après? D'accord. Ouais. À la recherche de nouveaux indices, ils se replongent dans les images de vidéosurveillance. Et en scrutant chaque détail, ils vont faire une nouvelle découverte. Hop. Et encore un billet. Qu'est-ce qu'il fait avec le billet? La poche, hop. La poche. Il est en train de prendre, dans son sac, il prend un film étirable. Le passager, son bagage, il est là. Ouais, tout à fait. Il prend un film étirable. Et juste à côté, sur le chariot, des chemises sont étrangement empilées. On dirait quoi? Des vêtements sous blister, ça? Et ça, c'est pour passager, ça? Non, c'est pas passager, ça. Des vêtements sous blister qui appartiendraient à l'emballeur clandestin présumé. Ce qui est assez intriguant, on voit sur le chariot qui appartient à un individu qui emballait les bagages, il y a en fait des vêtements sous blister. Il y a le passager qui est à côté, qui regarde, l'individu qui a l'air de ronger le sac du passager, je sais pas ce qu'il fait. Et soudain, Il les met dans sa valise. Le passager prend les vêtements sous blister qu'a amené l'individu là, il les met dans sa valise. Ils sont en train de brûler la valise de vêtements. Bah, à première vue, ils utilisent des passagers pour faire aussi du transport gratuit, quoi. d'autres passagers embarqueraient en plus de leur bagage personnel des cabas entiers, ces gros sacs rayés caractéristiques des vols à destination de l'Afrique. Du trafic de fret en quelque sorte, qui permettrait d'acheminer des marchandises sans payer les droits de douane. Les enquêteurs se retrouvent désormais avec deux affaires. L'une concerne l'emballage clandestin de bagages par des travailleurs au noir installés dans l'aérogare. L'autre, un trafic de fret orchestré par ces mêmes individus qu'ils soupçonnent de se livrer à l'exportation illicite de marchandises. Les gendarmes ont désormais une deuxième piste à creuser dans leur enquête. Mais toujours un seul suspect identifié. Alors ils vont passer à la vitesse supérieure et mener une opération de terrain bien connue des services d'enquête. Le lendemain, à Roissy, Franck et son collègue, Laurent, prennent la direction du terminal 1. Aujourd'hui, pour faire progresser l'enquête, ils ont prévu de prendre en filature le groupe de prétendus vendeurs à la sauvette. La filature va nous permettre, si jamais ils viennent avec des véhicules, d'identifier les véhicules avec les numéros d'immatriculation et par le numéro d'immatriculation d'identifier le propriétaire des véhicules. Grâce aux vidéosurveillances, les gendarmes savent que les emballeurs clandestins supposés quittent l'aéroport en empruntant le CDG Val, le train qui relie le terminal à la gare RER. Les enquêteurs pensent que leurs suspects descendent au terminus, à l'arrêt Roissy-Pôle. On émet l'hypothèse, nous, à notre niveau, qu'ils peuvent s'arrêter sur Roissy-Pôle parce que c'est là où il y a le plus de moyens de locomotion, comme le RER, les bus d'Île-de-France ou un véhicule qui peuvent venir les chercher carrément sur la gare RER de l'aéroport. Une fois arrivés au terminal 1,
Nous nous rééquipons de notre caméra cachée. Laurent reste sur place pour surveiller les vendeurs à la sauvette et prévenir Franck dès qu'ils quitteront l'aérogare. Oui, c'est Laurent. C'est pour te dire qu'ils sont tous en bas. Ils sont là. Je suis discret, je bouge pas, je me fais pas voir, parce qu'ils passeront devant moi de toute façon. Et je les verrai forcément passer. Franck, de son côté, va se poster à Roissy-Paul, en empruntant le train de l'aéroport, justement. 10 minutes plus tard, il arrive à destination. Dès qu'ils partent, tu me donnes le feu vert et tu me dis combien ils sont. Le gendarme cherche un emplacement stratégique. Il se positionne finalement en hauteur pour observer tous les passagers qui descendent du train et pouvoir repérer rapidement les emballeurs quand ils arriveront. De son côté, Laurent continue à surveiller les suspects. Mais visiblement, aujourd'hui, ils ont décidé de faire des heures supplémentaires. On a mis une fourchette entre 11h et 11h30, mais mettons 11h30, ils sont toujours pas partis. Est-ce qu'ils ne vont pas rester encore plus longtemps que prévu? On va bien voir. Après 1 heure d'attente, la patience des gendarmes est finalement récompensée. Ouais, Laurent, tu me dis, il y en a 5 qui partent là. Ça marche. Ça y est, 5 individus sont montés à bord du CDG Val. Franck se tient en alerte. Quelques minutes plus tard, un train entre en gare et l'enquêteur ne met pas longtemps à repérer les suspects. Ils arrivent, ils sont avec le caddie avec les 2 sacs sud-africains. Ils prennent des escaliers au bout. À peine arrivé, le groupe d'emballeurs présumés se sépare. Franck décide de suivre ces 3 individus qui se dirigent vers la sortie. Et en passant à côté d'eux, il va immédiatement reconnaître cet homme en veste orange. Il s'agit de Moussa, le vendeur à la sauvette que les enquêteurs ont réussi à identifier et qui pourrait être le leader du groupe. Très vite, les suspects se dirigent vers un parking situé derrière cet hôtel. Ils sont rentrés. J'ai essayé de les attendre à l'extérieur pour les prendre en photo. Comme Franck l'imaginait, les emballeurs présumés sont partis récupérer un véhicule. C'est une bonne nouvelle pour l'enquête. Il n'y a plus qu'à attendre pour repérer leur plaque d'immatriculation. La voiture passe juste devant Franck. Le point de vue est idéal pour prendre en photo la plaque d'immatriculation. Exactement ce qu'il recherchait. Ce matin, notre filature a été très positive. On a identifié un véhicule avec un numéro d'immatriculation. Donc ça va nous permettre de connaître le propriétaire. Retour à la brigade. Il n'y a pas de temps à perdre. Les gendarmes veulent aussitôt analyser les photos du fameux véhicule vert. On a le numéro là. Ok. Donc, tout leur matos est dans la voiture et puis les 3 sont montés dedans. Mais à qui appartient cette camionnette? Les enquêteurs espèrent qu'ils vont pouvoir trouver un deuxième nom dans cette affaire. Pour cela, ils consultent le fichier national des immatriculations de véhicules, le CIV. C'est la même identité que celui qu'on a identifié, Non, même date de naissance, ouais. celui qui a retiré de l'argent à la poste là. C'est ça, exactement. La voiture appartient à Moussa, leur principal suspect. L'homme qui portait une veste orange à la sortie de l'aéroport et que Franck avait reconnu ce matin lors de sa surveillance. Décidément, tous les indices convergent vers cet individu. Le seul emballeur clandestin présumé, identifié par les enquêteurs pour l'instant. Ils en sont désormais persuadés. Il s'agirait de la tête pensante de toute cette organisation. Donc effectivement, cet individu nous intéresse. Dans ce sens, on va faire un peu de recherche sur Internet pour voir ce qu'on peut trouver sur lui. Et les 2 gendarmes vont tomber sur un élément plus que troublant. Et qui aurait créé... Cette personne a créé une société qui s'appelle Fret, dont sa domiciliation c'est à Clichy. Et son activité déclarée, c'est commerce de gros non spécialisé. Du
commerce de gros, comme par hasard. Un indice de plus qui conforte les enquêteurs dans leur hypothèse. Ces emballeurs clandestins se seraient spécialisés dans l'exportation de marchandises. On va vérifier cette adresse. Alors déjà, l'adresse existe. Peut-être une piste pour savoir où les marchandises destinées à l'export sont entreposées. Mais malheureusement, les gendarmes vont vite déchanter. On s'aperçoit qu'en fait, cette société loue des box et sert de domiciliation à des entreprises, c'est-à-dire de boîtes aux lettres ou de bureaux. Une adresse qui serait une simple boîte aux lettres, pour brouiller les pistes sans doute. Tout cela ne semble pas très légal. Les enquêteurs en sont persuadés, leur principal suspect serait au cœur d'un trafic d'import-export. Car tous les indices convergent vers lui. Un versement d'argent par Western Union qui lui est directement adressé. Et une camionnette verte enregistrée au nom de ce même individu. Alors les gendarmes vont se concentrer sur cette camionnette verte et rester à l'affût de tous ces étranges va-et-vient. Dès le lendemain, ils vont éplucher une fois encore les images de vidéosurveillance de l'aéroport pour repérer le véhicule lors de son arrivée au terminal 1. Et en surveillant la porte la plus proche du hall où s'installent les emballeurs clandestins, voilà ce qu'ils vont découvrir. Bon, l'arrivée du... Effectivement, dès 5 h du matin, leur principal suspect remplit 2 caddies entiers de colis. Ils sont très chargés quand même, et puis le visage de ce passager ne m'est pas inconnu, c'est sûr, il fait partie du groupe, il n'y a pas photo. Ils sont chargés, donc c'est pour ça qu'ils sont ce véhicule. On peut y mettre pas mal de marchandises, on voit très bien la manière d'opérer, c'est assez bien organisé, c'est bien fait. Hein. Et régulièrement, Laurent retrouve Moussa, le leader supposé, qui semble bien gérer les finances du groupe. Il y a eu une remise d'argent, là. Je sais pas qui c'est. Le principal suspect semble toujours accompagné d'un bras droit, quand il est dans l'aérogare ou lors de ses déplacements en voiture. Alors pour savoir de qui il s'agit, les gendarmes vont trouver une petite astuce. Une semaine plus tard, Franck et Laurent ont demandé à des collègues d'organiser un contrôle routier à la sortie de Roissy pour intercepter la camionnette verte. Alors, impeccable? Ça s'est bien passé? Très bien. Visiblement, cette ruse n'a pas éveillé les soupçons des suspects. Alors, Deux vestins cuir et l'autre avec la casquette. Ouais. Un individu avec une casquette, un élément distinctif que les enquêteurs connaissent bien. Alors ça c'était le conducteur. Voilà, donc ça c'est... Donc on va mettre un gramme c'est de... bien. Voilà, donc ça c'est le conducteur. Ouais, c'est bien lui. Il s'agit bien du principal suspect, l'organisateur présumé de ce réseau d'emballeurs clandestins supposés. Et donc le passager, bon la photo c'était comme ça aussi, vu que c'est une photocopie, c'est très compliqué. Quoi. Une simple photocopie de demande de renouvellement d'un titre de séjour. Cette fois, les gendarmes ont une nouvelle identité, mais la photo est illisible. Et un détail les intrigue. Tu vois, même là c'était plié, donc là t'as pas de numéro de dossier, bon, c'était comme ça. Les suspects semblent tout faire pour compliquer la tâche des enquêteurs. Ça fait bizarre, hein, ouais. Ouais, c'est bizarre. S'agirait-il d'un document frauduleux? C'est le tampon, là. J'ai l'impression que c'est une photo qui est rajoutée. L'individu contrôlé par les gendarmes correspond-il au nom mentionné sur cette photocopie de mauvaise qualité? Pour en savoir plus, Franck et son collègue Laurent vont devoir regagner leur bureau au plus vite pour poursuivre leurs recherches. Salut, merci. À la prochaine. Les deux enquêteurs vont contacter les services de la préfecture qui ont le dossier du passager du véhicule. Pour savoir si ce document photocopié, remis aux gendarmes, était bien à lui. C'est le passager qui nous intéresse, on va se fixer un peu sur le passager, voir qui il est, si on le connaît dans nos fichiers. Et puis par rapport à la photo, on va essayer d'avoir d'autres renseignements sur lui. Quelques instants plus tard, retour dans les bureaux de la GTA. Les deux gendarmes vont solliciter officiellement la préfecture. Voilà, on va récupérer le dossier complet et puis on aura une copie, je pense, couleur correcte du visage de la personne.
Et on verra si c'est bien des personnes que l'on voit sur l'aéroport. Et au bout d'une heure, l'enquêteur reçoit sa réponse. Donc là, on a une photo complètement exploitable, bien visible. Et sa tête, rien qu'à le voir, oui, effectivement, il fait partie des individus. Ça, j'en suis persuadé. Pour en avoir le cœur net, Laurent consulte aussitôt le dossier où sont répertoriées toutes les photos accumulées au fil des semaines d'enquête. Ça, c'est lui. C'est lui. Voilà, je savais que... Vous n'avez pas de doute, là? Ah, j'ai aucun doute. On est plus flou, cette photo, mais il est juste à côté de... L'homme contrôlé ce matin par les gendarmes et le principal suspect semblent inséparables. Il serait manifestement l'un des piliers du groupe d'emballeurs clandestins présumés. Il est ici, avec des billets dans la main. Désormais, les enquêteurs disposent de 2 identités précises. Moussa, le suspect numéro 1, le leader présumé. Et un deuxième individu, fortement soupçonné d'être son bras droit. Et ce n'est pas tout. Car lors du contrôle routier de la matinée, les gendarmes ont vu partir certains emballeurs à bord d'un deuxième véhicule. Une voiture grise dont les enquêteurs ignoraient l'existence. La surveillance a été plus que bénéfique puisque du coup on peut identifier un deuxième véhicule. Donc nous avons, voyons là, avec un numéro d'IMAT. Alors, quel serait le rôle de cette nouvelle voiture dans le trafic des emballeurs clandestins présumés? À qui appartient-elle? Après vérification rapide dans le fichier national, les enquêteurs disposent d'un nom et d'une photo. On a l'identité du propriétaire du véhicule, d'origine camerounaise. On a son adresse. C'est pas un individu qu'on surveille sur les regards. Hein. Là, comme ça, non. Il ne me dit rien. Un homme qui ne figure apparemment pas sur les images de vidéosurveillance de l'aéroport. Est-ce que c'est vraiment le propriétaire du véhicule qui vient sur le terminal 1 ou est-ce qu'il prête son véhicule à une tierce personne? Et ça va devenir pour nous assez intéressant de connaître vraiment l'identité exacte de la personne qui vient au terminal 1. Alors, donc on fera ça, on a d'autres investigations à faire sur cette maintenant. Les gendarmes veulent à tout prix savoir qui était au volant de cette voiture, mais pas seulement. Je pense que ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est vraiment de les suivre pour savoir où ils habitent, réellement. Là, ça devient important. L'objectif pour les enquêteurs, découvrir l'éventuel repère des emballeurs, là où ils entreposeraient leurs marchandises avant de venir les écouler sur Roissy. Mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Dès le lendemain, Franck et son collègue Laurent décident de partir en filature, à bord de ce véhicule banalisé. Ils se rendent près du parking où les emballeurs clandestins présumés ont l'habitude de stationner pendant leur travail au terminal 1. On va essayer de se mettre proche de la sortie pour prendre en filature un des 2 véhicules, le premier qui sortira. Car souvenez-vous, lors d'une surveillance, Franck avait repéré un parking près de la gare RER où les suspects semblent avoir leurs habitudes. Après des mois d'enquête, les gendarmes connaissent parfaitement le manège quotidien des emballeurs. En général, ils quittent toujours l'aéroport à ces heures-là. Donc, on n'a plus qu'à patienter un tout petit peu. Aujourd'hui, pour eux, c'est un peu l'opération de la dernière chance. Car ils le savent, bientôt, ils devront mettre fin à leur surveillance et stopper net l'activité des emballeurs qui sévissent sur l'aéroport. Une demi-heure plus tard, un véhicule bien connu quitte enfin le parking pour s'engager dans la circulation. Hop. On a une. Direction 1, tout droit. Il s'agit de la voiture grise, le deuxième véhicule utilisé par les emballeurs clandestins présumés. Franck se lance aussitôt à sa poursuite, pas question de se faire distancer. À l'heure actuelle, c'est le seul moyen qu'on a pour connaître leur véritable adresse. Grâce à cette filature, les gendarmes comptent repérer les lieux en vue des perquisitions à venir. Car à terme, ils espèrent pouvoir saisir de la marchandise au domicile des suspects. Mais soudain... Il tourne? Oui, il tourne. Où ça? Il va à droite. Sur les regards? Oui, dans les regards. Au lieu de quitter l'aéroport, le conducteur fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il vient faire ici après? Ah, il va peut-être chercher les bagages. Hein.
Le véhicule va-t-il récupérer du matériel d'emballage ou de la marchandise? Vient-il chercher des complices? La voiture qu'on a suivie s'arrête au terminal 1, il a pris côté taxi, on va attendre qu'il sorte. Là, il va sortir là. Regarde, il va sortir là. Les enquêteurs se postent discrètement à la sortie du terminal 1. Mais difficile pour eux de pouvoir surveiller toutes les voies d'accès à l'aérogare. La surveillance se complique. Le filoche, c'est pas facile parce que faut jouer avec ce qu'ils font. En plus de ça, il faut qu'on fasse par rapport à la configuration des lieux pour les suivre ou pour les surveiller. Et là encore, une nouvelle fois, on n'a aucune visu. Quelques minutes plus tard, coup de chance. La voiture grise quitte le terminal sous leurs yeux. Franck la prend aussitôt en chasse. Mais bizarrement, le véhicule s'arrête quelques mètres plus loin, ici à gauche sur le côté. Les emballeurs cherchent-ils à semer les gendarmes? Jusqu'à maintenant, on s'est rendu compte que les intéressés sont assez méfiants, notamment quand ils quittent l'aérogare. Finalement, la voiture grise réapparaît et la filature peut reprendre. Pendant une demi-heure, les enquêteurs restent à distance, en essayant de ne pas perdre le véhicule des yeux. C'est pas là, devant, là? Sur la fenêtre de gauche, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas simple, avec le flot de circulation. Tout en faisant attention, on va pas occasionner un accident, là. Mais très vite, à l'approche de la capitale, le trafic s'intensifie. C'est un petit bonheur, la chance, surtout dans le périph' parisien, avec tous les axes de sortie, toute la circulation. Je la vois plus. Alors, on l'a perdu de vue. Je la vois plus. Pas de chance aujourd'hui, les enquêteurs doivent rebrousser chemin. La filature, c'est un bonus de plus, une enquête. Hein. Mais bon, ça marche ou ça marche pas. Et là, aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas marché. Cette affaire commence à mettre les gendarmes à bout de nerfs. Après plusieurs mois d'investigation, leur enquête patine. Ils ont obtenu 2 identités, mais aucune adresse précise pour localiser leurs suspects. Ils ont de nombreuses photos et vidéos des emballeurs clandestins supposés. Mais rien de plus qui permette d'identifier les autres membres de ce réseau de présumés trafiquants. Les preuves matérielles sont minces pour confondre les suspects. Désormais, l'urgence est de stopper leur trafic. Car à l'approche de l'été, les voyageurs vont bientôt affluer en masse dans l'aérogare. Les enquêteurs vont donc décider de prendre les emballeurs clandestins présumés en flagrant délit. Une semaine plus tard, à la gendarmerie des transports aériens, c'est l'effervescence. Toutes les brigades sont sur le pied de guerre. Les tasers, c'est bon pour toi? C'est bon? Allez. Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes ont monté une opération d'envergure pour interpeller les emballeurs clandestins présumés qui séviraient dans l'aérogare. Ils espèrent les prendre en flagrant délit d'emballage de valises. Et tu vas être avec Xavier, d'accord? On va être en liaison radio. On fait comme ça? On fait comme ça, ouais. C'est bon? Les consignes ont été données. Pour aider Laurent, Bruno, un capitaine de 50 ans ici à gauche, va diriger l'équipe du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale. Une unité spéciale capable d'intervenir dans les situations les plus risquées. Ces hommes permettront de quadriller la zone publique de l'aéroport. Il y a des vacanciers, il y a des gens qui viennent pour prendre leur avion, donc on ne peut pas se permettre de bloquer tout l'aéroport et tout ce secteur. Donc on va faire un système on va créer une bulle autour de nos objectifs, et à partir de là, tout ce qui va sortir de cette bulle, les gens vont être contrôlés, filtrés, pour éviter que ces personnes-là nous échappent. Sur le terrain, une 50aine d'hommes seront déployés pour que l'opération se déroule le plus rapidement possible. Et surtout, sans le moindre accroc. Au top, on boucle l'ensemble de la zone. Car dans ce périmètre d'intervention, le risque principal, c'est d'affoler les voyageurs, de provoquer un mouvement de panique. L'opération doit donc être cadrée au millimètre près. Le directeur d'enquête et ses adjoints nous diront, enfin, pour nous diront, celui-là nous intéresse, celui-là ne nous intéresse pas. Et puis, on contrôle tout ce qui sort de cette bulle. Voilà. C'est bon? C'est parti. Les gendarmes n'auront que quelques minutes pour appréhender les suspects dans l'aérogare. Arrivés sur place, toutes les équipes sont sur le qui-vive.
Moi, j'ai 30 mètres à faire pour arriver sur le site. Le PSIC va sécuriser la zone. Laurent, de son côté, lance le top départ pour l'intervention. Nous les suivons en caméra cachée. Là-bas. Pour être le plus efficace possible, Laurent est en contact téléphonique permanent avec Franck. Ce dernier a les yeux rivés sur les écrans de contrôle de tout le terminal. Ouais, ça marche. Grâce à cette position stratégique, il est parvenu à identifier tous les travailleurs prétendus illégaux présents sur le site. Laurent n'a plus qu'à procéder aux interpellations. En agissant de cette manière, les gendarmes évitent les mouvements de foule qui peuvent s'avérer dangereux en période de grand départ. Les premières arrestations commencent dans le calme. Vous avez une identité sur vous? Cet homme en t-shirt rouge a été vu en train d'emballer des bagages. Il va devoir s'en expliquer. En quelques minutes, tous les suspects doivent être appréhendés. C'est à Laurent. Il est où? Lui, il veut se barrer là. Cet homme en chemise blanche impeccable ressemble à un simple voyageur. Et pourtant, c'est l'une des cibles des enquêteurs. Il s'agit de l'homme identifié par les gendarmes grâce à un contrôle routier. Celui qu'ils considèrent comme le numéro 2 de l'organisation. Non, il y a une sacoche. Il y a une sacoche en bas de oui. Le suspect affirme que ces bagages ne sont pas les siens. Pourtant, les enquêteurs le savent grâce aux vidéosurveillances. C'est bien avec ces deux grosses valises noires et cette petite valise bleue posée juste à côté que l'homme est entré dans l'aérogare en début de journée. Dans les valises, c'est pas un emballeur. Normalement, il doit avoir son matériel. On va regarder dedans. Ah voilà. Voilà. Laurent! 3 énormes rouleaux de film plastique. De quoi emballer des dizaines de valises. Les enquêteurs pensent tenir la preuve que l'homme fait partie des emballeurs du terminal 1, même si le principal intéressé continue de nier. Vous êtes venu avec ce matin? L'homme est immédiatement conduit au poste de gendarmerie. Mais l'intervention est loin d'être terminée, car de l'autre côté du terminal 1, les collègues de Laurent ont fait eux aussi une belle prise. Cet homme en chemise en jean semble lui aussi au-dessus de tout soupçon, et pourtant, il a été pris en train de se débarrasser des rouleaux de film plastique dans la poubelle. Matérialise l'infraction. Quand il emballe les bagages, il est censé pouvoir échapper au contrôle. Et sur le fait, tout ça, ça sert à emballer les bagages. C'est que vous emballez les bagages. On va l'embarquer avec nous pour son matériel. Allez, fermez la valise, s'il vous plaît, monsieur. L'homme d'origine togolaise est lui aussi conduit au poste. Et comme ces deux suspects, 2 autres personnes vont également être interpellées par les gendarmes. Cet homme en tenue traditionnelle et celui avec le chapeau. Que ce soit clair et net, vous êtes à notre disposition. Au total, 7 personnes ont été arrêtées, soupçonnées de travail dissimulé au sein de l'aéroport. Mais aucune trace de Moussa, le principal suspect. Était-il absent ce matin? A-t-il réussi à se volatiliser pendant l'intervention? Laurent n'est pas complètement surpris. Je m'attendais pas non plus à avoir 100% des objectifs, mais j'ai un bon petit paquet déjà, donc c'est pas mal. L'opération menée par les différentes équipes n'aura duré que 40 minutes. C'est bon pour tout le monde? Remontez, on y va. Allez, on y va. Hop, c'est parti. Direction la gendarmerie pour entendre les 7 suspects. Je passe dans chaque bureau, là, je vais voir, je vais prendre les identités de tout le monde. Et pendant que Laurent lance les auditions, une dernière opération doit se dérouler sur le terrain. C'est Franck qui va la diriger. Direction le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. L'enquêteur compte rattraper tous les bagages emballés ce matin par les suspects qui viennent d'être interpellés. L'endroit est ultra sécurisé.
Seules les personnes habilitées ont le droit d'entrer dans cette zone très protégée. Cet énorme avion à destination du Cameroun est prêt à partir. Mais Franck et ses collègues vont l'immobiliser pour pouvoir contrôler tous les bagages. C'est des opérations qui sont faites dans l'urgence. Il faut quand même qu'on arrive à traiter avec le chef d'escale et qu'on prévoit tout l'appareillage qui permettra déjà au niveau des passagers de ne pas les faire patienter sur le tarmac et que l'opération se passe rapidement parce que sinon on mettrait trop en retard l'avion. Pour Franck, cette opération est capitale pour l'enquête, car il sait que dans ces containers se trouvent de nombreux colis suspects. En effet, depuis plusieurs mois, l'enquêteur a constaté que les emballeurs clandestins présumés demandaient à certains passagers d'enregistrer des valises supplémentaires à leur nom. Un trafic qui leur permettrait d'acheminer de la marchandise à l'étranger, à la barbe des douaniers. Alors, pour y voir clair, Franck va solliciter l'aide des voyageurs enregistrés sur ce vol. Les passagers vont arriver par bus. On va mettre tous les bagages sur le tarmac et on va demander à chaque passager de reconnaître leur bagage. Les valises sont alignées sur le tarmac pour être identifiables facilement. Celles qui resteront en plan seront par déduction les valises n'appartenant à aucun passager. Là, on va faire une reconnaissance bagages. Vous allez reconnaître vos propres bagages. Mais je sais que certains ont accepté des bagages qui ne leur appartiennent pas. Alors je tiens à dire, le passager n'aura aucun problème. Pas question d'affoler les passagers pour qu'ils collaborent au mieux. Et cet homme en polo blanc est le premier à jouer carte sur table. On va être bien clair. Ce bagage-là, ça vous appartient pas du tout. Autant nous le dire. Le passager a accepté d'enregistrer ce gros sac avec ses bagages. Il doit le remettre à l'arrivée au véritable destinataire. Voilà le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne faut pas accepter de bagages, ça vous est répété plusieurs fois, ne pas accepter de bagages de quelqu'un. Est-ce que vous savez le contenu qu'il y a dedans? Non. Voilà. Celui-là, non. Ben ouais. Donc on pourrait mettre de l'herbe de cannabis ou quoi que ce soit là-dedans, vous êtes contrôlé au Cameroun, vous allez être emprisonné à la place de certains. Vous comprenez ce que je veux vous dire? De l'herbe ou des armes ou quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Sans visiblement mesurer les risques, l'homme aurait même accepté de faire passer d'autres paquets. Les 2 boîtes ne sont pas à lui, elles ont été rajoutées. Le dessous, c'est bien à lui. 2 petits colis qui viennent s'ajouter au gros sac désigné précédemment, enregistré à son nom. Des bagages suspects qui vont tous être saisis par les gendarmes. T'en as un? Ça là? Et l'autre à côté? Qui c'est qui vous l'a remis? Vous pouvez me donner une description ou pas? Si je vous montre des photos, vous seriez capable de les reconnaître? Ouais, peut-être. Il n'y en a pas pour longtemps, venez. Grâce aux multiples surveillances effectuées au fil des semaines, les enquêteurs disposent des photos de tous les suspects. L'homme pourrait ainsi identifier l'un de ceux qui feraient passer de la marchandise à l'étranger. Lui, il ne portait pas une casquette, un chapeau, des signes particuliers? Non? Non, ça vous dit rien là? Non. Ok. Prudent, le passager affirme ne connaître personne sur les photos. Il va repartir avec une simple mise en garde, comme promis par l'enquêteur. Les bagages suspects, quant à eux, restent avec les gendarmes comme pièce à conviction. Il a accepté ça d'une des personnes qu'on a interpellées ce matin. Et comme il avait un paquet de bagages à envelopper, donc ils lui ont fait un tarif parce qu'ils lui ont pris ces 2 colis et qu'il a mis ça dans ses bagages. Donc ça prouve bien encore que les gens, malgré tout, ils acceptent des choses qui ne leur appartiennent pas et qu'ils mettent ça dans un avion et ils ne savent pas du tout le contenu dedans. Au fil des minutes, les bagages sans propriétaire s'accumulent sur le tarmac. Les emballeurs présumés auraient manifestement plus d'un tour dans leur sac pour convaincre un maximum de passagers de transporter leurs marchandises. Il a fait l'emballage gratuit à partir du moment où elle travaille ici, là. Le fonctionnement de ce petit trafic présumé est peu à peu mis au jour. L'emballage de valises gratuit contre l'enregistrement d'un bagage supplémentaire envoyé à destination. Un élément de plus sur le mode opératoire des emballeurs. Ouais, bon dis-moi, là on a fini connaissance bagages pour les passagers là. Au total, 5 gros bagages et 2 petits colis n'avaient pas de propriétaire officiel. L'opération est un succès. L'enquêteur peut maintenant autoriser le décollage de l'avion à destination du Cameroun.
Voilà, c'était à faire, on l'a fait, ça a été positif à ce niveau-là. Et maintenant, on va le laisser partir avec tous les passagers en question. Vous êtes content, ça a été une bonne matinée? Ouais, pour l'instant, je suis satisfait. Après, on verra de ce que vont nous dire les intéressés en question lors de leur garde à vue. Franck compte bien utiliser tous ses bagages comme éléments de preuve pour faire parler les suspects. Et vous allez voir que les auditions vont lui permettre de faire avancer considérablement son enquête. À la GTA, 4 des 7 suspects ont été placés en garde à vue pour travail dissimulé. Les 3 autres vont être entendus en audition libre. Parmi les interpellés en flagrant délit ce matin, cet homme d'origine togolaise en chemise en jean. Souvenez-vous, il a été surpris en train de se débarrasser dans une poubelle de rouleaux de film plastique qui lui serviraient à emballer les valises des voyageurs. En audition, l'homme reconnaît rapidement qu'il emballe des bagages à l'aéroport depuis peu. Il ferait cela pour gagner un peu d'argent, dit-il, le temps d'obtenir ses papiers et de régulariser sa situation en France. Mais après quelques vérifications, les gendarmes s'aperçoivent que cet homme n'a entamé aucune démarche auprès de la préfecture. Résultat, les autorités ont rapidement tranché sur son sort. Le procureur de la République a décidé d'un classement de la procédure, puisque la préfecture a délivré une obligation de quitter le territoire français. Et donc ce monsieur va être amené après au centre de rétention administratif pour retourner dans son pays. Avec l'audition de ce suspect, les enquêteurs n'ont eu aucun élément nouveau sur le réseau d'emballeurs présumés de Roissy. Pourtant, ils espèrent bien faire la lumière sur cette affaire qui dure depuis des mois. Pour cela, des moyens considérables ont été déployés. Briefés au fur et à mesure par Franck et Laurent, une vingtaine d'enquêteurs ont été mobilisés pour mener les interrogatoires en parallèle. Et cet après-midi, Romain, un gendarme de 45 ans, va entendre cet homme en jogging rouge. Il fait partie des personnes interpellées à l'aéroport. Décontracté en apparence, cet homme au chapeau se faisait passer pour un simple voyageur. Mais il n'a pas dupé les gendarmes, car il était en possession d'éléments plutôt probants. Dans sa valise, les enquêteurs ont trouvé le parfait arsenal de l'emballeur de bagages. Des rouleaux de film étirable. Mais aussi du scotch spécial pour les colis de gros volume. Et toute une série de cabas, sans doute utilisés pour acheminer des marchandises. L'homme n'a pas d'autre choix que de se rendre à l'évidence. Alors aussitôt, il tente de fournir aux gendarmes une explication. Moi, en fait, j'ai travaillé en société. J'ai tous les documents de ma société sur lesquels je travaille et que je cotise. C'est pas pareil avec ce que vous appelez le travail dissimulé. C'est quoi votre société? Logistique. Le suspect prétend détenir une société de logistique. À première vue, rien d'illégal dans tout cela. Il dit ne pas comprendre pourquoi il est entendu pour travail dissimulé. Ça, on va vérifier. On va vérifier, notamment ce que vous déclarez aux impôts et tout ce qui s'ensuit au niveau de votre société. Elle est de quand? Elle est de mars. La société serait donc toute récente. Mais ce qui intéresse les enquêteurs, c'est ce qui s'est passé avant la création de cette entreprise. Et vous allez voir que l'homme va très vite changer de version. Donc avant mars 2015, qu'est-ce que vous faisiez exactement? De l'emballage ou pas? Bah, pour être sincère avec vous, je faisais de l'emballage. C'était légal ou c'était pas légal selon vous, hein? Je sais pas. Alors je ne sais pas. Moi, j'ai cherché juste à ouvrir légal ou pas légal. Du moment où j'avais pas le travail, donc je cherchais de quoi nourrir mes enfants, c'est tout. D'après ses déclarations, l'homme n'avait pas le choix. Il faisait de l'emballage de valises pour gagner un peu d'argent et nourrir sa famille. La toute première fois que vous êtes venu à Roissy pour faire ça, c'était quand? La toute première fois? C'était l'année dernière, décembre 2013, fin décembre 2013. Après quelques minutes, le suspect reconnaît sans difficulté qu'il travaille sur Roissy depuis 1 an et demi. Il aurait découvert la combine par hasard, un jour où il accompagnait son frère à l'aéroport. Je suis venu accompagner mon frère qui voyageait. J'ai vu comment le mec il fait emballer son bagage à côté. Et voilà, moi j'ai dit, mais attends, mais si c'est mieux de travailler comme ça, pourquoi je...
Mais pour les enquêteurs, il ne s'agirait pas d'un simple dépannage pour un père de famille en difficulté. Ils sont persuadés d'avoir affaire à un réseau organisé. Alors ils vont tenter de pousser leurs suspects dans ces retranchements. Question suivante. Pouvez-vous me dire combien vous donnent en moyenne vos clients? Il peut me donner 10 centimes, je ne refuse pas. Il me donne 20 centimes, je ne refuse pas. Comme s'il me donne 5 euros, je vais prendre. Par jour, il y a des jours où je gagne 30 euros, il y a des jours où je gagne 20 euros, il y a des jours où je gagne 25, il y a des jours où je gagne... C'est tout. Bah, vous ne travaillez pas pour 30 euros, vous me prenez pour un idiot ou quoi? Chef, même si c'est pour 10 euros, moi je me lève à 3 h du matin pour 10 euros. Parce qu'avec ces 10 euros, j'achète du lait pour mes enfants. Plus de 200 euros dans votre portefeuille. Une somme plutôt élevée pour un homme qui affirme travailler à son compte pour quelques euros. Les gendarmes en sont persuadés, il ferait bien partie d'un réseau d'emballeurs clandestins et serait rémunéré en conséquence. Sur les images de vidéosurveillance, ils l'ont repéré à plusieurs reprises, effectuant des échanges d'argent avec un individu, qui n'est autre que Moussa, le numéro 1 supposé du réseau, celui qui coordonnerait ce business illicite au terminal 1 de Roissy depuis plusieurs mois. Fort de ces éléments à charge, les enquêteurs décident d'aller droit au but. Ça fait des années. Donc ça se passait comment pour la rémunération? Bah, et celui-là? Quand je donne un coup de main à quelqu'un, il ne payait pas. Il vous payait pas? L'homme persiste, alors les gendarmes vont abattre leur carte maîtresse pour tenter de le déstabiliser. Alors, comment expliquez-vous que lors de nos surveillances, on a vu vous remettre de l'argent ou l'inverse, c'est-à-dire où vous lui avez remis de l'argent? Il peut me prêter 10 euros ou 20 euros pour faire, je ne sais pas pour donner à qui, et après je le rends. Arrêtez de dire que vous travaillez gratuitement. Malgré l'insistance des gendarmes, l'homme ne lâche rien. Il ne semble pas disposé à compromettre Moussa, le leader présumé du réseau d'emballeurs clandestins. Au bout de 2 heures d'audition, sa ligne de défense n'a pas bougé. Selon lui, il travaillerait bien en toute légalité, grâce à sa société. Aujourd'hui, vous me parlez de travail dissimulé, je vous dis non. Ce que j'ai fait, je le déclare. Vous faites de l'emballage de bagages. Et vous cachez là, votre société vous avez créé depuis quelques semaines. Vous avez la gueule du monde. Et vous y êtes depuis des mois, depuis des années, peut-être au terminal pour faire ça. Alors arrêtez déjà d'expliquer. Les enquêteurs savent qu'ils n'obtiendront rien de plus. Ils décident donc de stopper l'interrogatoire. Désormais, ils comptent sur les autres auditions en cours pour faire la lumière sur l'organisation de cette filière de travailleurs illégaux supposés. Comme celle de cet homme, en t-shirt rouge. Ce matin à Roissy, il avait été le premier à être interpellé par les gendarmes. Sans aucun matériel sur lui, sans sac ni valise. Quelques minutes seulement après avoir été vu en train d'emballer des bagages. Et face aux enquêteurs, il va raconter avec aplomb qu'il vient à Roissy de temps en temps, simplement pour donner un petit coup de main aux voyageurs camerounais. Vous, quand vous venez sur l'aéroport, vous rendez des services aux compatriotes, c'est ça? Oui. Vous ne faites pas de business, en fait. Vous venez à titre gracieux. Vous minimisez les choses à chaque fois. C'est votre ligne de défense. Bon, ok, mais c'est pas bon. Rien à faire, le suspect nie toute implication. Alors Laurent a une idée pour tenter de le faire parler. Il est coriace, hein? Car l'enquêteur sait que le suspect a été vu le matin même en train d'emballer 14 bagages. Son collègue Franck a tout observé depuis les écrans de vidéosurveillance. Il a même capturé les images les plus probantes avec son appareil photo. En les faisant défiler, les 2 gendarmes vont découvrir un élément clé qui leur avait échappé. Ah tiens, remonte. Bouge pas. La valise rose. Ah voilà. Appartient à voilà. Sur cette photo, on aperçoit l'homme en t-shirt rouge en train de fouiller dans une valise et sur son caddie juste à côté sont empilés plusieurs rouleaux de film plastique. Manifestement, cette valise est à lui et il avait tout le matériel nécessaire pour travailler, contrairement à ce qu'il prétend depuis le début de sa garde à vue. Alors, Laurent compte aussitôt soumettre au suspect sa dernière trouvaille. On a retrouvé votre valise. Oui. Bon, c'est bien la vôtre. Oui. C'est marrant ça. Vous aviez pas de valise jusqu'à là? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, ouais, des sacs et du film. Des sacs et? Voilà.
L'homme ne peut plus nier l'évidence. Il comprend que les enquêteurs ont de nombreux éléments contre lui. C'était bien vous. Ouais, d'accord. C'était bien moi. Ouais. Malgré ces preuves, le suspect ne livre aucun détail sur le mode opératoire du réseau d'emballeurs présumés. Alors les gendarmes commencent à s'impatienter et le ton va monter. Alors vous minimisez votre rôle, dis donc, fortement. Hein. Il va falloir changer de politique au niveau de vos auditions, parce que ça va pas passer comme ça. Ah, vous nous prenez pour des jambons. Ne pas me dire que vous venez une fois par semaine ou une fois par mois, c'est pas vrai, ok? Dites pas que vous ramassez très peu d'argent et que c'est souvent vos amis que vous connaissez ou les gens que vous... Non, vu le nombre de personnes que vous avez fait ce matin, c'est pas des amis, c'est pas des copains, c'est pas machin. Ouais, alors stop. Ouais, d'accord. Décidément, cet homme donne du fil à retordre aux enquêteurs. Il est soupçonné d'être un emballeur très actif. Alors, comme il habite à proximité de l'aéroport et que le temps est compté, les gendarmes décident d'aller perquisitionner son domicile. En espérant découvrir des éléments sur le trafic supposé de marchandises, l'autre volet de leur enquête. Une opération qui va se révéler très fructueuse. Le suspect habite à quelques kilomètres dans une cité du Val d'Oise. Avec l'autorisation du juge qui suit le dossier, les enquêteurs vont pouvoir fouiller son appartement. Ils espèrent trouver des éléments probants pour comprendre son rôle au sein du réseau d'emballeurs clandestins présumés. En arrivant sur place, nous filmons en caméra cachée pour rester discret. L'homme habite dans cet immeuble et à cette heure-ci, il sait que sa femme et sa fille sont à la maison. Hop, attendez. Hop. C'est quelle porte? Les gendarmes prennent toutes les précautions pour que l'opération se déroule dans le calme. Bonjour madame. Bonjour. C'est la gendarmerie. On peut entrer s'il vous plaît? Merci. Sans voix, la femme du suspect semble très surprise de revoir son mari dans de telles circonstances. On va commencer. À la recherche du moindre indice, les enquêteurs vont passer chaque pièce au peigne fin, à commencer par le salon. Belle thé, hein? L'homme semble avoir un train de vie confortable, alors qu'il affirme ne tirer aucun bénéfice financier de l'emballage de bagages. Vous avez la facture du Mac? Pas de facture? Mais sur la table, un peu plus loin, un papier attire soudain l'attention du gendarme. Western Union, au Cameroun. Le suspect recevrait des fonds envoyés depuis son pays d'origine. Un procédé que les gendarmes ont découvert au fil de leur enquête. Cet argent alimenterait-il un trafic de marchandises? Pour le savoir, ils vont fouiller tous les placards de fond en comble. Et quelques minutes plus tard... Ah, c'est quoi ça? C'était où? Là. Dans cette penderie, bien cachée dans un caleçon, ils découvrent une grosse somme d'argent. Des dollars. Du billet violet et toutes les couleurs. Ok, bon ben on va compter ça tout de suite. Une liasse de billets, plutôt suspect. 13, 14, 15. 15 x 20. 20 x 50. 20 x 50. 7 x 100. Un billet de 500. 2500 € en liquide, mais pas seulement. 4 billets de 100 $ américains. 22 billets de 20 $. Et d'autres billets en petites coupures, soit plus de 1000 $ en tout. Un total de près de 3500 €, une belle saisie pour les enquêteurs. Cet argent proviendrait-il du travail illégal d'emballage effectué à l'aéroport? Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dedans? On va gagner du temps, quoi. Effectivement, en poursuivant leur fouille, les gendarmes vont encore trouver du liquide. 450 € dans un tiroir de la chambre à coucher. Ainsi que d'autres devises étrangères et quelques francs CFA. Manifestement, les emballeurs se feraient payer dans toutes les monnaies pour arranger le client. Et c'est in extremis, au bout d'1 heure et demie de perquisition, que les enquêteurs vont faire leur plus belle découverte. En passant à la loupe tous les dossiers et les documents qu'ils trouvent, ils vont tomber sur un simple bout de papier qui les intrigue. On a découvert un document sur lequel il y a un compte
Il compte combien d'argent il gagne avec l'envoi de sacs, avec le poids des sacs. Une vraie comptabilité. Une vraie compta. Des sommes d'argent affectées à l'envoi de marchandises au Cameroun, minutieusement répertoriées sur cette feuille. Tout semble indiquer que le suspect se livrerait à du trafic de fret. Les enquêteurs commencent à avoir de nombreux éléments à charge contre le mis en cause, alors ils décident de mettre fin à la perquisition. Toutes les pièces retrouvées sur place aujourd'hui seront soigneusement placées sous scellé pour être versées au dossier d'enquête. De retour au poste, les gendarmes s'apprêtent à placer le suspect en cellule. Donc, vous allez signer des cartons de scellé. Franck, le directeur d'enquête, et Laurent, son adjoint, décident de faire le point sur la situation avec les collègues qui les ont aidés à mener les auditions. On a des éléments complémentaires, donc là c'est confirmé, même s'il y en a certains qui minimisent leur rôle, mais bon, c'est confirmé qu'ils font leur exercice illégal d'emballage de bagages sur l'aéroport. Et en plus de ça, tous les soupçons qu'on avait au départ de faire partir du matériel par le biais des passagers, du matériel pour le Cameroun, voilà, ça se confirme au fur et à mesure de nos auditions et de ce qu'on va découvrir. Effectivement, à l'abri des regards, les gendarmes ont déballé tous les sacs suspects saisis le matin même sur le tarmac de l'aéroport. Des paquets remplis de marchandises qui partaient vers l'Afrique pour y être vendus. Et pour confirmer ce deuxième volet de l'enquête, une audition va s'avérer capitale. Contre toute attente, c'est l'un des individus entendus en audition libre qui va livrer de nouveaux détails. Et cette fois, il est ouvertement question d'exportation de marchandises. C'est plein d'autres choses qu'on peut amener en Afrique et voir. Là, c'est un parmi nous d'autres, il y a les ordinateurs, il y a les pâtes antifrice, il y a la qu'on amène, qui se fabrique ici. C'est du business? Non, franchement. Bah oui, vous envoyez des produits pour qu'ils les revendent là-bas. C'est eux qui envoient leur argent. Donc si on peut aider la famille dans ce cas-là, je ne pense pas que... Cet homme en habit traditionnel ne comprend pas où est le problème. Selon lui, il ne ferait que rendre service en envoyant des produits au pays. Et en toute légalité, affirme-t-il. Est-ce que vous faites une déclaration en douane pour ces objets? Oui, oui. Ouais. On présente ça à la douane ici. Ils remboursent la TVA. Ils remboursent la TVA. Et vous avez des documents comme ça? Avec vous? Et ici, non. Vous en avez à la maison? Oui. J'ai de la rue. L'enquêteur est sceptique. Mais comme l'homme parle facilement, il voudrait surtout en profiter pour savoir s'il est en contact avec les prétendus emballeurs de Roissy. Car il en est persuadé, cet individu n'agit pas seul. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, à votre connaissance, qui pratiquent comme vous cette activité d'import-export entre l'Afrique et la France? Bon, ça reste la famille, hein, mais... Non, franchement, non. Vous êtes le seul? Ouais, les gens qui le font, je ne sais pas. Brusquement, l'homme devient nettement moins bavard. Il ne semble pas prêt à mouiller ses complices supposés. Alors pour tenter de le coincer, Laurent vient lui soumettre un élément qui pourrait le compromettre. Une photo. Sur la photo 7. Oui, c'est moi. C'est moi, vous discutiez avec qui? J'ai fait des surveillances, je vous ai vu avec les autres. Vous discutez avec. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là-bas sur place? Expliquez-nous. C'est un emballeur, oui. Mais quel lien? C'est un emballeur? Oui, c'est des gens qui sont là. Voilà. Mais quel lien vous pensez? Non, voilà. Est-ce que j'ai à monsieur? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de leur vie? L'homme semble exaspéré et peu à peu, se sentant acculé, il va changer de version. Si, peut-être c'est quelqu'un que je connais, peut-être pourquoi pas. Vous avez peur de quoi? Rien. Vous avez peur de lui? Non. Mais si. Quand même. Si. De son chef alors? Non, il n'y a pas de chef là. Il n'y a pas de chef? Non. Non, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être qu'ils ont des gens derrière qui les poussent à faire ce qu'ils font. À demi-mot, l'homme reconnaît l'existence d'une filière organisée, même si l'omerta semble la règle. Les enquêteurs savent qu'il n'en dira pas plus, mais cela conforte leurs soupçons. La garde à vue touche à sa fin. Au téléphone, Laurent attend désormais les instructions du procureur de la République. Et au bout de quelques minutes, il obtient une décision. Pour moi, c'est pas un classement sans suite, c'est un rappel à la loi, c'est pas grand-chose. C'est toujours ça. Un rappel à la loi, c'est-à-dire que tous les individus entendus aujourd'hui ne seront pas jugés pour l'instant. Mais l'infraction de travail dissimulé restera dans leur dossier.
Quant à l'export illicite de fret, ils ne seront pas poursuivis faute de preuves matérielles. Alors les enquêteurs vont tout faire pour mettre en garde les suspects, à commencer par le numéro 2 supposé du réseau, entendu à huis clos depuis le début de la journée. Souvenez-vous, il s'agit de l'homme en chemise blanche arrêté ce matin. Celui que les enquêteurs ont identifié comme étant le bras droit supposé du leader du réseau. Tout au long de sa garde à vue, le suspect a cherché à se dédouaner. Même c'est pas moi qui décide, hein. Oui, mais ce matin, il a fait des bagages ce matin. Il a emballé des bagages ce matin. Si le procureur il dit vous saisissez ce qu'ils ont gagné aujourd'hui, on saisit. Hein. L'homme semble décontracté. Il ose même réclamer son argent. Mais Franck va lui faire comprendre qu'il peut risquer gros. Depuis le mois de septembre, on vous surveille là-dedans. Votre exercice est illégal au niveau de l'emballage et le fait aussi de faire partir du matos là-bas par le biais des passagers au Cameroun. Ok, ça aussi, c'est illégal. Ok, le but du jeu, c'est de stopper l'infraction. D'accord, et de vous dire, attention, si éventuellement la prochaine fois on recommence, là, ça, on n'en parlera pas la même chose. On est d'accord? Ok, donc, vous plaignez pas si jamais on vous saisit vos 112 €, parce que par rapport à ce que vous avez fait avant, vous avez plus gagné que 112 €. Oui? Parce que j'en ai vu des liasses de billets. Hein. Après 10 mois d'enquête, les gendarmes savent que leur dossier est bien fourni pour confondre les suspects. En cas de récidive, la justice ne leur fera pas de cadeau. Je vous revois là-bas, sur moi ou mes collègues, on vous prend de suite, et là, c'est direction la maison d'arrêt. On s'est bien compris? Voilà. Même s'il est remis en liberté pour l'instant sans aucune décision judiciaire, c'est pas grave, puisque de toute façon il reviendra, on va le reconvoquer, il va revenir, et puis là il y aura une suite qui sera donnée à son dossier et au fait qu'il le sera reproché. Car les enquêteurs comptent bien convoquer Moussa, le suspect numéro 1, et entendre à nouveau tous ses complices présumés. Pour l'heure, à part celui qui doit quitter le territoire français, les 6 autres individus interpellés aujourd'hui sont tous remis en liberté. S'ils récidivent à l'aéroport, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.